Il a suffi de l'élection d'un homme, choisi par un peu moins de 75 millions de personnes dans un pays, pour que le monde entier, qui n'allait déjà pas bien, soit sans dessus-dessous depuis quelques mois. Pour que les règles qui régissaient notre galaxie et qui entretenaient un semblant d'équilibre de la terreur soient complètement bouleversées. Désormais, on vit au rythme de ses décrets, très théâtralement signés, de ses choix idéologiques, de ses menaces, de sa brutalité et de ses volte-face, que l'on soit américain ou pas. Les États-Unis vont prendre le contrôle de la bande de Gaza et nous allons faire du bon boulot avec. Nous la posséderons et serons responsables du démantèlement de toutes les bombes dangereuses qui n'ont pas explosé et de toutes les armes, aplanir la zone et se débarrasser des bâtiments détruits et créer un développement économique. Je ne veux pas faire de l'esprit, je ne veux pas faire le malin, mais la Côte d'Azur du Moyen-Orient, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être vraiment magnifique. State. It would be 100% certain that they'd become a state. What is your vision for the potential annexation of Greenland? Well, I think it'll happen, and I'm just thinking, I didn't give it much thought before, but I'm sitting with a man that could be very instrumental. You know, Mark, we need that for international security. Would leave that outside for me, this discussion, because I don't want to drag NATO in that. La parole semble s'être libérée. Les tabous ont disparu. On parle désormais, comme on vient de l'entendre, sans gêne, de coloniser un peuple, de déportation des populations, de supériorité d'une civilisation. À mes chers concitoyens, l'Amérique est de retour. Je vais créer la civilisation la plus puissante et la plus dominante de toute l'histoire de l'humanité. Le rêve américain est inarrêtable et notre pays va marquer son retour de façon inégalée dans l'histoire. Nous voilà repartis pour un tour. Nous avons accompli bien plus en une trentaine de jours que en 4 ans par de nombreuses administrations et nous ne faisons que commencer. En effet, les choses semblent s'accélérer encore avec un retournement spectaculaire de Donald Trump. Le rapprochement avec l'ennemi de toujours, la Russie. Mr. President, you called Zelensky a dictator. Would you use the same words regarding Putin? I don't use those words lightly. I think that we're going to see how it all works out. Let's see what happens. The United States launched a trade war against Canada, their closest partner and ally, their closest friend. At the same time, they're talking about working positively with Russia, appeasing Vladimir Putin, a lying, murderous dictator. Make that make sense. Il faut oublier l'Amérique du XXe siècle, tout ce qui va de Wilson, même si ça n'a pas marché, Roosevelt, etc. On a affaire à une sorte d'Amérique du XIXe, beaucoup plus forte, mais quand même une Amérique nationaliste, mercantiliste, exporter un maximum, importer un minimum, avec une vision impérialiste nord-américaine qui va de Panama jusqu'au Groenland, avec un désintérêt absolu pour la pratique multilatérale. A Russian oligarch be eligible for a gold card? Yeah, possibly. Hey, I know some Russian oligarchs that are very nice people. It's possible. Monsieur Poutine, c'est Monsieur Trump. Monsieur Poutine et Monsieur Trump, c'est l'extrême droite européenne. C'est Orban, c'est nos extrêmes droites, c'est celles qui se sont réunies à Madrid récemment avec l'extrême droite française pour dire « Make Europe great again ». Aux Nations Unies, la Russie et les États-Unis ont voté ensemble contre une résolution de soutien à l'Ukraine et de défense de son intégrité territoriale. Qui, en dehors de la Corée du Nord et du Nicaragua, a voté contre cette solidarité avec l'Ukraine aux Nations Unies? Israël. C'est un séisme au sein de l'institution qui préservait tant bien que mal, très difficilement, les règles issues de la Seconde Guerre mondiale. Je me suis retiré de l'OMS, une organisation corrompue, et je nous ai retirés du Conseil des droits de l'homme.
Tout semble à présent partir dans tous les sens. Tout paraît se désarticuler. Les alliances qui ont gouverné notre planète volent en éclats. Désormais, on s'invective, on s'insulte, et les mots pour le faire ne sont plus aussi empoulés, aussi polis, aussi corrects, aussi soignés, aussi diplomatiques que par le passé. So I think Canada is going to be a very serious contender to be our 51st state. But Donald, they point out that even though you're a very smart guy, this is a very dumb thing to do. With the European Union, it's $350 billion deficit. So obviously something's going to take place there. On peut plus parler d'Occident parce que c'était un mot fumeux mais global, comme s'il y avait les mêmes valeurs. C'est pas vrai, on est des cousins issus de germains de plus en plus éloignés. Ouais. D'abord Schamaker et puis j'emmerde Monsieur Vance. Voilà. Je suis pas certain que les Américains ont gagné beaucoup de guerres depuis quelques années, donc c'est bien de nous faire la leçon. Mais pour l'instant, qu'on parle de l'Irak ou de l'Afghanistan, ça n'a pas été un grand succès. Ouais. Donc il faut rester un petit peu modeste. From one old guy to another old guy. Stop this nonsense. Canada will never join the United States. We keep the lights on to 1.5 million homes and manufacturing in New York, in Michigan, and in Minnesota. If he wants to destroy our economy and our families, I will shut down the electricity going down to the U.S. Dear President Trump, listen very carefully. Greenland has been part of the Danish kingdom for 800 years. It's an integrated part of our country. It is not for sale. Let me put it in words you might understand. Mr. Trump, f*** off. And to Musk, Zuckerberg and company, in Europe we have a market of millions of users that provide money to your companies. Yes, but we also love protecting our citizens and democracies by making laws. If you don't like it, you can always leave and take it or leave it. You can always take your Nazi salutes and your masculine energy and go back home. Viva Europa, hoy más que nunca. Muchas gracias. 80 years of diplomacy, born of ashes and 35 million dead. Undone by one and a half men today. Une chose est désormais certaine. Le monde est dans une zone de forte turbulence. Et c'est tout l'Occident qui s'interroge de savoir quelle stratégie adopter pour sortir de cette tension qui risque de l'entraîner dans une nouvelle guerre. Et nous, qui sommes-nous dans tout ça? Et nous sommes les héritiers, les gardiens du droit, d'une certaine idée de coopération entre les hommes, mais surtout, nous sommes les gardiens d'une idée de l'homme, dont la Révolution française s'est fait le promoteur, l'homme nu. L'homme dans son universalité, l'homme libre et égaux en droit. Et nous voyons bien que, face à nous, c'est une autre conception de l'homme. Aux États-Unis, c'est aujourd'hui l'individualisme roi. Il est clair que le monde avance vers une grosse incertitude. Le risque de guerre est particulièrement important maintenant que les alliés d'hier se regardent en chien de faïence et que les nouveaux maîtres du monde ne cachent plus leur désir de conquête, maintenant que la première puissance militaire du monde ne dissimule plus son désir de colonisation. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. Ce n'est plus un tabou. On l'envisage et en Europe, on s'y prépare. On n'hésite d'ailleurs plus sur les chaînes de télévision et les médias à en parler et même à débattre de l'urgence du rétablissement du service militaire pour avoir des réservistes prêts à aller au combat, si cela s'avérait nécessaire. Carrément. C'est dire si le climat est tendu et la contagion rapide. Tous nous devons être conscients que nous sommes face à l'histoire. Ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, malheureusement, nous en connaissons l'issue. Parce que ça s'est déjà produit, ce genre de collusion des puissants, ce genre de tentation de l'hyperpuissance. Le pire, c'est-à-dire le pire, vous parlez du pire? Le pire, c'est la guerre. Et le pire, c'est la destruction de ce à quoi nous tenons, c'est-à-dire la planète. Face à cette sérieuse menace, si l'Afrique ne veut pas être recolonisée, si l'Afrique ne veut pas être à la place des fourmis qui trinquent lorsque les éléphants se battent, si elle ne veut pas voir sa jeunesse servir pour la énième fois de chair à canon et être aussi et encore le théâtre de guerre qui ne la concerne pas, il devient urgent pour elle de se préparer, de s'organiser, de concevoir son propre modèle et de profiter de son avantage démographique et minier pour se libérer définitivement. Il vaut mieux anticiper sur les événements pour ne plus être surpris
pour ne plus être la victime des autres. Pendant toutes ces grandes guerres, l'Afrique a servi de chair à canon. Il n'est pas question que cela recommence. Mais comment? Cette résolution forte passe par une prise de conscience, mais également une organisation claire, propre, efficace, déterminée et ambitieuse, à la hauteur de sa richesse. Mais pour s'organiser, il faut d'abord tirer les leçons de toutes ces convulsions de notre planète, comprendre les enjeux. Tirons les leçons de ce qui se passe. Pour faire face, il faut une stratégie adaptée à la situation. Qu'avons-nous en face? Nous avons en face de nous les puissances militaires et économiques qui reprennent sans gêne, de façon ouverte, leur conquête des espaces et des richesses. Rien de nouveau sur ce point, sinon, et c'est cela l'urgence, l'arrivée d'un homme brutal, suprémaciste, décomplexé, désireux de rétablir par la force au besoin la colonisation et la supériorité d'une race. Un président des États-Unis tout-puissant qui gouverne comme un monarque. What you see is what they're trying to do is create the precedent that a president can do whatever a president wants, that it's not a co-equal branch of government, that essentially it is a king, an elected king. On pourrait presque se demander à quoi ça nous concerne qu'ils se prennent pour le roi. Après tout, nous avons les nôtres en Afrique. Seulement, les choses prennent une autre dimension lorsque l'on sait que celui des États-Unis, au-delà de son extraordinaire arsenal nucléaire, a à ses côtés un gourou particulièrement influent. Celui qui a financé sa campagne à plus de 280 millions de dollars et qui a un projet particulièrement dangereux pour l'Afrique. Elon Musk, nostalgique de la période de l'apartheid en Afrique du Sud, dont il est originaire. Elon Musk is the wealthiest guy in the world. He contributed $270 million to elect Donald Trump as president. Surprise, surprise. He is now having the most important job in the United States government. That's what happens when you make a huge campaign contribution. Je suis désolé, mais monsieur Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, il parle comme un nazi. Monsieur Trump dit, je vous reprends cette formule, ce qui est juste, ce qui est légitime, c'est ce qui est bon pour mon peuple. Il incarne l'illimitisme. Elon Musk qui rêve de retour de cette période sombre de l'histoire de ce pays. That a nostalgic product of apartheid South Africa, Elon Musk, whose grandparents moved there after the Second World War. They were in the Canadian Nazi Party, his maternal grandparents. They moved to apartheid South Africa to be with people with whom they felt at home. A family legacy that he's not repudiated. Il y a une dimension racialiste. Il appartient à une époque de l'Afrique du Sud qui est celle de l'apartheid. Il côtoie des milieux qui sont très largement fascisants. Il a des gestes que je ne veux pas aujourd'hui qualifier trop brutalement. Il faut connaître l'histoire de celui que l'on présente comme l'homme le plus riche de la planète et qui a réussi à amener Donald Trump à accorder un certain intérêt à l'Afrique, à ce pays de merde comme il le disait, notamment ce coup-ci aux Blancs d'Afrique du Sud, à qui il voudrait qu'on leur restitue les terres. Elon Musk, fils d'un richissime propriétaire minier qui possédait des mines d'émeraude en Zambie, né en Afrique du Sud du temps de l'apartheid, où il va poursuivre ses études jusqu'au lycée. Son grand-père, canadien, le père de sa mère, un néo-nazi, suprémaciste blanc, fanatique du régime raciste d'Afrique du Sud, va déménager pour s'installer en Afrique du Sud, où la supériorité blanche n'est pas querellée. La famille va quitter le pays lorsque le régime raciste commence à s'effondrer. Elle ne peut supporter l'arrivée des Noirs aux affaires. La famille s'installe alors aux États-Unis d'Amérique. C'est donc ce racialiste nostalgique de la période de l'apartheid qui est parvenu à convaincre le président Trump de mettre immédiatement sous sanction l'Afrique du Sud. On entend de plus en plus parler dans son entourage de retour des terres aux Blancs. Il faut dire que ce projet de reconquête, du retour des Blancs sud-africains aux affaires, il le prépare très méthodiquement depuis quelques années déjà. He says you should no longer feel guilt for what your grandparents or great-grandparents did. It was very clear what he was talking about. En finançant aussi largement la campagne de Donald Trump, Elon Musk a réussi à prendre une place de choix dans son administration. Un électron libre qui a pris la tête du ministère de l'efficacité gouvernementale, DOGE. Il est donc au cœur du système. J'ai créé le département de l'efficacité de l'action publique, DOGE.
qui est chapeauté par Elon Musk, qui est avec nous ce soir. Merci, Elon. Vous travaillez dur. Il n'avait vraiment pas besoin de faire ça. Merci beaucoup, Elon. Merci au nom de tout le monde ici, même au nom des démocrates. We have no idea how dependent Donald Trump is on Elon Musk. There will probably never be a way of knowing. This man has devoted his energy and his life to doing this, and I think he's been treated very unfairly by a very small group of people. And I just want people to know that you can't be penalized for being a patriot. And he's a great patriot. Thereby delivering a picture of presidential subservience, the likes of which we have never seen. The most powerless image of a president of the United States ever created by a camera. There it is. In that shot, Elon Musk is doing everything he possibly can to tell the world, without saying a word, that Donald Trump is not the boss of me. Donald Trump is the boss of the other adults in that shot, Stephen Miller and Will Scharf, and that's why they are following Donald Trump's lead on the dress code for the Oval Office, which is the same dress code that has existed for every previous president. Elon Musk owns suits and ties. We've seen him wearing them. But today he decided to do the billionaire thing. This is the sort of shadow president of the United States. And Trump doesn't contradict him, and sometimes Trump echoes him and amplifies him, and vice versa. Aujourd'hui, ce président bis est libre pour son offensive sur l'Afrique du Sud. Et pour le faire, il n'est pas seul. Il est bien accompagné et a soigneusement infiltré l'administration américaine. Pour cerner l'oncle Sam, il s'est entouré d'autres nostalgiques de l'apartheid. D'abord, Peter Thiel, né en Allemagne, mais il a également grandi en Afrique du Sud et en Namibie, dans un environnement de fanatiques nazis où Hitler était le héros. Pour lui, le régime de l'apartheid était viable économiquement. Il fallait donc le préserver. Aujourd'hui, Palantir, son entreprise, est devenue indispensable au service de renseignement américain et à l'armée américaine. C'est lui le parrain, le mentor du vice-président des États-Unis, J.D. Vance. Autre pièce maîtresse du dispositif d'Elon Musk dans l'administration américaine, David Sachs, l'ancien directeur des opérations de PayPal, né au Cap en Afrique du Sud. Il a grandi dans la diaspora sud-africaine blanche après que sa famille ait émigré aux États-Unis. Donald Trump l'a nommé star de l'intelligence artificielle et des crypto-monnaies. C'est dire la qualité du dispositif. Quatrième membre de cette équipe de choc sud-africaine blanche, nostalgique de l'apartheid au sein de l'administration Trump, Roloff Botha, le fils du célèbre Pik Botha, dernier ministre des Affaires étrangères du régime de l'apartheid. On voit qu'il s'agit d'un projet politique bien préparé, qui s'inscrit dans la continuité historique. Le danger qui pèse sur l'Afrique du Sud vient donc de la tech. Avec un tel dispositif aussi bien placé, on comprend pourquoi Donald Trump, à peine installé, a mis sous sanction l'Afrique du Sud en parlant de rendre les terres aux Blancs. We will not be deterred. We are, as South Africans, a resilient people, and we will not be bullied. We will stand together as a united nation, and we will speak with one voice in defense of our national interests. Depuis quelques jours déjà, l'ambassadeur d'Afrique du Sud est persona non grata à Washington. Le secrétaire d'État, Marco Rubio, qui l'accuse de haïr le président Trump, a déclaré le vendredi 14 mars 2025 qu'il n'était plus le bienvenu dans la capitale américaine et qu'il est considéré comme persona non grata. Donald Trump a d'ailleurs accusé Pretoria de traiter de façon injuste les descendants des colons européens et a même créé une procédure d'asile aux États-Unis pour les réfugiés afrikaners. Un point d'attention donc pour l'Afrique qui doit prendre cette menace au sérieux puisque le patron de X a un regard assez racialiste et suprémaciste blanc. Do you believe that women and minority pilots are inherently less intelligent and less skilled than white male pilots? No, I'm just saying that we should not lower the standards for them.
Okay. Le point commun de tous ceux qui sont autour de M. Trump, et y compris biographiquement pour certains d'entre eux, des milliardaires qui sont autour de lui, qui viennent d'Afrique du Sud, c'est l'empire de l'apartheid. Leur imaginaire, c'est celui de l'apartheid. Le refus du mélange, le refus de la citoyenneté, quelle que soit l'origine, l'identité fermée, l'identité close, l'identité qui rejette l'autre. Il va jusqu'à la langue, puisqu'il a décidé qu'il n'y avait qu'une seule langue aux États-Unis d'Amérique, qui est l'anglais, et non pas les autres langues que parlent tous ceux qui viennent dans un pays d'immigration. Autre leçon importante à tirer de cette crise géostratégique occidentale, la fragilité des accords, des alliances des grandes puissances. Avec l'arrivée de Donald Trump, c'est la fin d'une ère, celle issue de la Seconde Guerre mondiale, où la planète a été divisée en deux blocs, avec d'un côté le méchant bloc communiste, symbolisé par l'Union soviétique, qui a été remplacé par la Russie, celle dont nous devions absolument nous méfier, celle qui faisait l'objet de tous les rejets, de tous les vices. Et de l'autre, le bloc de l'Ouest, symbolisé par l'Union européenne et les États-Unis, qui se sont toujours présentés à nous comme le camp du bien, malgré la violence exercée sur nous. Il fallait absolument s'aligner derrière eux. Dans cette ambiance, la règle était sans concession. Vous êtes avec moi ou contre moi. Pas de place pour la neutralité. Et connaissant leur caractère belliqueux, leur passion pour la guerre, pour l'impérialisme, les deux blocs se sont neutralisés en se dotant du système de défense particulièrement meurtrier, la dissuasion nucléaire. Un système d'armement où chacun est conscient qu'une guerre provoquée par l'un serait fatale aussi pour l'autre. La dissuasion nucléaire est fondée sur la capacité d'un pays à infliger des dommages inacceptables à un adversaire qui voudrait l'attaquer. Elle repose sur la possession de l'arme nucléaire, mais aussi sur la capacité à l'utiliser par différents moyens, terrestres, maritimes, aériens. Bref, un système d'armement qui pourrait détruire la planète entière. C'est ce que l'on a appelé la dissuasion nucléaire. Un seul État membre de l'Union européenne dispose d'une force de dissuasion nucléaire, la France. À ses côtés, le Royaume-Uni possède également la bombe atomique, tandis que d'autres pays européens en hébergent sur leur territoire dans le cadre de l'OTAN. Comparativement à celui des États-Unis ou de l'Union soviétique, l'arsenal des trois autres est réduit, mais jugé suffisant pour faire jouer la dissuasion nucléaire dans une optique purement défensive et de stricte suffisance largement théorisée en France. En bref, la logique de la dissuasion nucléaire de la guerre froide soutient que les États dotés d'armes nucléaires ne s'attaqueront pas les uns les autres, par crainte de représailles massives ou de destruction mutuelle assurée. C'est ce qu'on a appelé DMA. La Russie, la France, les États-Unis, la Corée du Nord, l'Inde, Israël, le Pakistan, le Royaume-Uni, la Chine, voilà les 9 puissances nucléaires de notre planète. Celles qui pourraient appuyer sur le bouton et nous désintégrer. Voilà sur quoi repose notre planète depuis la fin des années 50. L'équilibre de la terreur. Un club capable de détruire la planète entière où les membres se tiennent, s'observent, se jaugent, malgré leurs différends, et s'organisent pour que les autres n'y accèdent jamais. Depuis 1949, et en réalité depuis que Truman avait dit que les États-Unis allaient prendre la tête du monde libre, les pays d'Europe occidentale et les pays d'Europe sont protégés de la menace notamment qui vient de Moscou par les États-Unis. L'Europe est défendue à la demande des Européens par l'Alliance Atlantique, donc par les États-Unis. Depuis l'après-guerre, ils n'ont jamais voulu avoir une défense autonome et une puissance européenne. Sinon, ils auraient été gaullistes. Et puis un matin, sans crier gare, le chef du clan, celui qui représentait le camp des Occidentaux, le parrain de l'OTAN, celui le plus puissant, le protecteur, les États-Unis d'Amérique, se lève et décide de se rapprocher de l'ennemi d'hier. Il ne veut plus financer cette protection des autres. Il a d'autres projets très personnels qui ne sauraient être liés à ce deal des années 50. Il décide donc d'abandonner ses alliés et de s'acoquiner avec l'ennemi juré, la Russie. Aux Nations Unies, la Russie et les États-Unis ont voté ensemble contre une résolution de soutien à l'Ukraine et de défense de son intégrité territoriale. Qui, en dehors de la Corée du Nord et du Nicaragua, a voté contre cette solidarité avec l'Ukraine aux Nations Unies? Israël. C'est le désarroi pour les Européens qui perdent ainsi leur principal soutien.
depuis 1949, et en réalité, depuis que Truman avait dit que les États-Unis allaient prendre la tête du monde libre, les pays d'Europe occidentale et les pays d'Europe sont protégés de la menace, notamment qui vient de Moscou, par les États-Unis. Il est important dans les années à venir que l'Europe prenne vraiment en main sa propre défense. Vous n'avez sans doute pas entendu parler de cette expression, le partage du fardeau. L'Europe ne s'y est pas malheureusement préparée, ni dans les dernières années, ni dans les derniers mois. Et c'est, à mon avis, une responsabilité très grave qui a été prise par les dirigeants, tant par la Commission que par les chefs d'État. Une situation qui illustre jusqu'à la caricature la fragilité du système d'équilibre de notre planète, mais surtout la fin d'une ère. Une ère qui d'un coup montre la fragilité de l'Europe. Pour nous profanes, nous découvrons que l'Europe, qui fait la leçon à l'Afrique, l'Europe arrogante, n'était pas si puissante, si forte, si indépendante que cela. Que les leçons qu'elle faisait à l'Afrique, elle devrait se les appliquer d'abord. Que n'a-t-on pas entendu sur l'incurie des dirigeants africains incapables de financer leur sécurité? Ce qui s'est passé depuis 1 an et demi a aussi ruiné la parole de l'Europe à l'échelle du monde. Je vous l'ai dit déjà dans une émission ici même, on ne pouvait pas soutenir aveuglément M. Netanyahou, c'était faire le jeu de Vladimir Poutine. On ne peut pas défendre le droit international dans un cas et ne pas le défendre dans l'autre. Qu'a fait M. Trump parmi ses toutes premières décisions? Il a décidé de criminaliser la Cour pénale internationale, d'interdire aux États-Unis l'entrée aux États-Unis d'Amérique des magistrats de la Cour pénale internationale. Qui ont condamné Benjamin Netanyahou. Les deux. Oui. Poutine et Binyamin Netanyahou sont tous les deux sur le coup de mandat d'arrêt de la CPI. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, comme pour la première, après le traumatisme des millions de morts, des mutilés et des blessés, les vainqueurs s'étaient organisés afin que cela n'arrive plus jamais. Plus jamais cela. C'est pourquoi ils avaient conçu toutes ces règles, ces institutions et ces dispositifs de dissuasion afin que l'on ne déplore plus une nouvelle guerre. Les institutions étaient faites pour que personne ne puisse plus mettre le feu à la planète. Pourtant, ce à quoi nous assistons semble montrer l'obsolescence de ce dispositif, de ces règles que certains piétinent allègrement. Tout le monde se rend compte qu'il suffit d'une hyperpuissance, celle des États-Unis, et d'une rupture avec des alliances pour que la menace se reprécise. Chacun voit qu'avec l'hyperpuissance du président Trump, que même le Congrès ne peut arrêter, entouré de quelques nationalistes déterminés, rien n'est plus tout à fait certain. Tout est possible. This institution has a separate responsibility based upon the separation of powers. Members of Congress don't serve under presidents of the United States. Why would we reward such, not just only dysfunctional behavior, but it's so unserious. I saw a columnist the other day use the word silly. It's profoundly silly to watch this circus in the Congress where Donald Trump is the puppeteer. And I think they're relying on the idea that people, or at least their base, doesn't necessarily know or care about what the difference between a president in a co-equal branch of government is versus an elected monarch. Donald Trump innove. Bien qu'il ait une large majorité au Congrès, il ne s'embarrasse pas de la bureaucratie et des règles habituelles en la matière. Il ne la consulte pas. Sans passer par le Congrès, il décide de l'essentiel des orientations par décret. Et c'est lourd de conséquences. Il peut donc déployer son projet expansionniste sans grande difficulté face au reste du monde qui est tétanisé. À ce que quelqu'un qui a 44 ans à l'époque et qui vient d'être fraîchement naturalisé, qui s'appelle Adolf Hitler, s'assoit dans le fauteuil de chancelier. Donald Trump est confortable pour déployer ses idées. Il suffit pour s'en convaincre de voir la fulgurante montée en puissance des extrémistes de droite en Europe, des mouvements néo-nazis qu'il soutient sans se cacher. Et il a pour cela, avec Elon Musk, un dispositif, des plateformes efficaces, presque imparables, pour influencer les élections. Que la catastrophe, ce n'est pas minuit moins le quart, c'est minuit moins 2. L'élection présidentielle peut survenir en France et nul doute que Trump, Poutine mettront le paquet pour que l'extrême droite soit au pouvoir ici même très vite et brutalisent tous les principes démocratiques et sociaux, humanistes de notre République. Je ne sais pas vous, mais moi,
Un homme aussi puissant, aussi brutal, aussi décomplexé, avec une aussi grande opinion de sa personne, ça me rappelle quelqu'un. Un homme capable de mettre l'armée au pas sans réaction des officiers supérieurs, c'est juste impressionnant. Jusque-là, il ne se passe rien. Il avance. Si en plus, il ne rencontre aucune réelle opposition, j'avoue que cela me fait peur. Si je ne dis pas que Donald Trump est Hitler, mais il y a des parallèles. Un putsch raté, des fausses nouvelles, chasser la science partout, penser une sorte d'Anschluss avec son voisin, intimider tout le monde. Alors si ça continuait, les étapes suivantes, c'est pour ça que je l'ai fait, c'est pour montrer que les étapes suivantes méritent d'être intéressantes et à suivre, c'est ne pas suivre la décision des juges qui va arriver bientôt pour valider ou invalider définitivement les décisions qu'il a prises. Dans ce cas-là, il sort de la règle de droit. Poursuivre ses opposants politiques en justice, ce qu'avait fait Hitler. Et on voit déjà des menaces apparaître sur les démocrates. Autant de pouvoir concentré aux mains d'une seule personne, ce n'est pas rassurant. Qu'est-ce qui peut arrêter les projets de Trump aujourd'hui, lui qui se passe allègrement du Congrès américain? Je sais que certains me diront que le bon sens aura toujours le dessus, que ce sont des hommes civilisés, que les États-Unis sont un pays de paix, qui sont les gendarmes du monde. Mais le monde libre, c'est la paix. Les bombardements américains au Vietnam, c'est la paix. Les bombardements américains en Libye, c'est la paix. Les bombardements américains en Syrie, c'est la paix. Les bombardements américains en Irak, 1 million de morts. 1 million de morts en Irak, c'est la paix. Il faut, devant cette propagande savamment entretenue, que les Africains sachent désormais faire la part des choses. Qu'ils se libèrent de ce narratif erroné. Contrairement à l'idée qu'ils ont contribué au fil des siècles à nous faire admettre, contrairement au narratif qu'ils ont su imposer au fil du temps, grâce à leurs impressionnants moyens de communication, grâce à leurs écoles et leur littérature, les Occidentaux en général sont violents, très violents. L'Europe, de tous les continents du monde, est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, c'est l'Europe. Et je vais vous dire autre chose. C'est pas au Moyen-Âge, c'est au XXe siècle. C'est en Europe qu'on a exterminé des Juifs. C'est en Europe qu'on s'est battu. Quand on a dit, avec la guerre russo-ukraine, c'est le retour de la guerre qu'on n'avait pas vue, c'est une stupidité, puisqu'on a oublié la Bosnie. Notre continent est brutal, sauvage, et peut verser dans la barbarie. L'histoire du monde a toujours été émaillée des batailles des Occidentaux. Les grandes guerres, les grandes batailles qui ont le plus fait couler le sang à travers la planète au fil des siècles ont toujours été de leur fait. C'est un mensonge, une imposture que de les présenter comme les faiseurs de paix. C'est une incongruité que de parler des États-Unis comme pays dont la valeur première est la paix. Ils ne se sont construits que dans la violence et les tueries. L'histoire américaine s'est bâtie sur l'extermination d'un peuple, les Indiens d'Amérique. Elle s'est bâtie sur l'esclavage et cette violence n'est pas dénouée. Elle est là et elle ressort avec Trump. Europeans come to this continent, literally ethnically cleanse the indigenous population out of existence, kill them on a scale that has hardly been equaled, and refer to them as savages. That's an achievement. Who's the savage? The first time I encountered this was in a little town in Massachusetts called Deerfield. It's a reconstruction of what that little town looked like in colonial America. And in front of each house is a plaque that explains something about this house. And then description. On the 18th of October of 1702, the savages attacked. The first time I saw this, the savages. You come in here, destroy everything these people have, and they are the savages. That's an interesting move. It is. You know? I hadn't thought of that before. Think about it. Vous n'y avez pas pensé parce que le narratif dominant est celui du vainqueur. Une société qui se dit profondément attachée à la paix, qui est le plus grand fabricant d'armes qu'elle distille soigneusement à travers la planète. Et n'hésite pas à susciter des affrontements pour les écouler, en continuant hypocritement de faire croire qu'elle apporte son aide aux plus faibles. Un pays de paix qui n'a pas hésité en août 1945, alors que la guerre était presque terminée, de balancer de tels engins de mort sur le Japon.
faisant plusieurs centaines de milliers de morts et des millions d'irradiés. Comment peuvent-ils, les États-Unis d'Amérique, prétendre être un pays de paix? Est-ce que vous savez combien de personnes sont mortes dans les guerres menées par les États-Unis et les membres de l'OTAN depuis les attentats du 11 septembre? Vous avez aujourd'hui quasiment 4 500 000 personnes qui ont été tuées directement ou indirectement lors des guerres que les États-Unis ont menées avec l'OTAN en Irak, en Afghanistan, en Syrie, Et là, en vous Libye. n'incluez pas les guerres par proxy. On se souvient de Madeleine Albright, ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, secrétaire d'État de Bill Clinton, quand une journaliste américaine lui demande si les 500 000 enfants morts en Irak justifiaient la guerre des États-Unis en Irak, Madeleine Albright dit oui, ça valait la peine. Et nous sommes le camp du bien, et ce camp du bien, c'est 4 500 000 personnes tuées que depuis 2001. Quel cynisme! Parler de paix, c'est une imposture. Les Européens, dans ces crimes barbares, ne sont pas en reste non plus. Loin s'en faut. Vous savez, quand Napoléon, qui est premier consul encore, veut reconquérir Haïti, il envoie une armée, dizaines de milliers d'hommes. Ce sont des militaires avec des officiers formés par la Révolution française. On est en 1801, 1802. Ils ont les idéaux des droits de l'homme. Ils sont pour certains francs-maçons. Et qu'est-ce qu'ils écrivent? Je cite les écrits de Leclerc, qui est un homme humaniste normalement. Il dit « Je suis désolé, mais il n'y a pas d'autre situation que de les exterminer tous au-dessus ». D'abord, il dit de 14 ans, et puis un autre dit au-dessus de 7 ans. Au-dessus de 7 ans, les exterminer tous. Et il prend des chiens mangeurs d'esclaves qu'il prend de Cuba pour aller les tuer. Il va échouer et il va perdre cette guerre. Mais c'est un humaniste, monsieur Leclerc, et il devient un barbare. Cette photo, je l'ai vue dans une exposition sur l'armée et la photo au musée de l'armée français. Et tout d'un coup, je tombe sur cette photo qui était parue en 1891 dans le magazine L'Illustration. Et je comprends très vite que c'est la première photo par laquelle le public français a pu voir les atrocités de la conquête coloniale en Afrique subsaharienne par les troupes françaises. Et elle est publiée dans l'Illustration. Sans que, apparemment, ça cause un émoi particulier dans la France de l'époque. Là, on a un massacre en 1891, on a des auxiliaires de l'armée française qui ont coupé les têtes des guerriers ennemis pour les apporter à leurs officiers français, pour montrer qu'ils ont fait le travail, si je peux me permettre de parler ainsi. Et je me suis beaucoup intéressé justement à cette notion d'Occident et à ce rapport que nous avons avec le monde, parce que quand je revenais chez moi, et je revois toujours des gens qui sont pétris de certitude dans nos pays, qui pensent que on a toujours le primat de la morale, de l'humanité, de toutes les valeurs. En fait, que les valeurs qui sont les nôtres sont les bonnes, et que en face, finalement, oui, c'est des anciens colonisés. Finalement, on a une attitude très condescendante. Est-ce que face à la décolonisation, il fallait nier à ce point-là les exactions, les crimes? Il est issu du colonialisme, le nazisme. Les principaux acteurs au sein de la Wehrmacht des crimes nazis avaient participé à des crimes coloniaux en Namibie et dans d'autres colonies allemandes en Afrique. Des crimes de guerre, y compris un crime de génocide. Le laboratoire des crimes européens a été la colonisation. Et donc, notre colonisation française s'est accompagnée d'immensément de crimes. Mais vous parlez de l'Algérie, mais c'est le cas des Kanaks. C'est le cas de comment je raconte dans un autre livre comment je salue toujours Ataï, dont la tête a été rendue, car on gardait les têtes et on coupait les têtes, le chef de la révolte kanak de 1878. Ça a été le cas en Afrique, dans les colonnes qui ont fait la conquête de l'Afrique à la fin du 19e siècle et du 20e siècle. Enfin, si les démocraties étaient pacifiques, on le saurait, puisque quand même, rappelez-vous que la France et la Grande-Bretagne, les deux démocraties de la fin du 19e siècle, avaient colonisé la moitié de la planète. Bon, on peut pas dire que ce soit vraiment ça. Et puis ensuite, les guerres qu'on va déclencher, et même l'invasion américaine au Vietnam, si vous voulez, ça prouve que les démocraties sont pas pacifiques par nature. De même que les dictatures sont pas bellicistes par nature.
penser qu'en fait la première grande manifestation de droit pénal international, c'est le tribunal de Nuremberg et le tribunal de Tokyo. C'est-à-dire qu'on va juger les pays responsables de la guerre, donc on va inventer le concept de génocide, de droit de la guerre, crime contre l'humanité, etc. Mais ce sont les vainqueurs qui jugent les vaincus. Et ce qui est très intéressant, c'est que, alors qu'on est en plein procès de Nuremberg, vous avez la reprise de la recolonisation. C'est-à-dire que les émeutes de Sétif en Algérie, premières émeutes de la vérité d'indépendance, il va y avoir 3000 morts. Et en Indochine, au Vietnam, l'amiral d'Argentlieu, qui était un compagnon de la libération, fait tirer sur le port d'Haiphong. Le colonialisme. Cette question qu'on a essayé de dénouer, mais imparfaitement, en proclamant la Déclaration universelle des droits de l'homme. Un peuple qui en colonise un autre ne saurait être libre. Un peuple qui prétend être la civilisation et les autres sont des barbares, eh bien, ce qui arrive, et Aimé Césaire l'a écrit en son temps, devient lui-même un barbare. Il se barbarise, il commet des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, voire des crimes de génocide. C'est ce que Césaire écrivait très bien dans son discours sur le colonialisme. Donc vous avez entendu parler de napalm? Oui, c'est pas important. Il est le produit de notre histoire, Hitler. Il ne nous est pas étranger. Il est le produit de notre longue projection où on s'est dit qu'il y avait des peuples supérieurs à d'autres et que si on est un peuple supérieur, on a le droit de massacrer, on a le droit de conquérir, on a le droit de s'approprier, on a le droit de détruire, on a le droit au fond, de piétiner, de saccager l'humanité. Les événements qui ont eu lieu ici en décembre 1944 sont tout simplement épouvantables. Insupportable. Pardon. Avec un sentiment de honte. Pour les moments où nous n'avons pas reconnu le droit et la dignité de chaque personne humaine en la discriminant et en l'exploitant. Je pense en particulier au peuple indigène. Et pour les moments où nous avons été complices de systèmes qui ont favorisé l'esclavage et le colonialisme. Des peuples qui ont commis autant de crimes, qui ont coupé des têtes, qui ont coupé des mains à leurs esclaves simplement parce qu'ils n'avaient pas produit la quantité de coton ou de café exigée, qui ont pendu les enfants de leurs esclaves parce qu'ils n'avaient pas atteint le quota de café attendu. Peuvent-ils honnêtement s'ériger en donneurs de leçons? Est-ce qu'il n'y a pas une réelle imposture, une vraie incongruité? Et si en plus cela s'était arrêté là, on pourrait dire que leurs descendants ont abandonné les pratiques de leurs ancêtres. Mais cela se poursuit sous d'autres formes, plus insidieuses, plus malsaines. Nous, l'Europe, avons jeté comme un manteau de poussière notre propre crime, le crime de génocide, la destruction des Juifs d'Europe sur le dos d'un autre peuple qui n'y était pour rien, les Palestiniens. Les prisonniers palestiniens qui ont été relâchés, il y avait 69 femmes, 21 enfants, dont le plus jeune avait 12 ans, enfermés, emprisonnés, sans procès, sans même accusation ou condamnation, par Israël. En d'autres termes, des otages de l'État d'Israël. Israël est donc aujourd'hui un État qui pratique la prise d'otages des Palestiniens innocents. Le monde le voit que nous piétinons les valeurs que nous proclamons. Le monde voit que nous sommes hypocrites. Le monde voit que nous pratiquons un double langage. Et du coup, le monde ne nous croit plus. Le monde ne nous considère plus. Le monde ne nous respecte plus. Je sais que lorsque l'on énumère ainsi quelques crimes commis par les Européens ou les Occidentaux en général, notamment en Afrique, ils sont quelques milliers, et même certains subsahariens eux-mêmes, à dénoncer tout de suite les sempiternelles pleurnicheries des Africains. Je peux le comprendre. Seulement, il ne s'agit pas de pleurnicherie, rassurez-vous. Il s'agit de sensibiliser, d'informer, de faire comprendre à notre jeunesse africaine la vérité, afin qu'elle sache clairement, sur la base des faits historiques et de l'actualité brûlante, à qui elle peut faire confiance, avec qui elle peut négocier, quel est l'état d'esprit de ceux avec qui elle discute, quel degré de confiance elle doit leur accorder. Il s'agit d'en finir avec ce complexe séculaire de supériorité savamment entretenu par le narratif occidental qui veut que le sauvage, le barbare, l'inculte, l'ignorant, à qui il faut apprendre la civilisation, à qui il faut inculquer les notions d'humanité, soit le noir.
Ce complexe ne peut être combattu que par la connaissance de la vérité. Je vous invite d'ailleurs à regarder une autre chronique que j'avais consacrée justement à cette question du narratif biaisé qui nous est proposé. Le titre « Qui est le vrai barbare qui menace la planète ?» Cette démarche de clarification, de rectification qui est la nôtre, est d'abord et surtout destinée à la jeunesse, qui doit être armée pour faire face à la réalité mouvante, dynamique. Elle consiste à faire comprendre à cette jeunesse qu'elle ne doit rien attendre des autres. C'est elle qui doit défendre ses intérêts, sa culture, sa civilisation, qui n'est pas inférieure à une autre. Les sentiments gluants d'humanisme, de générosité qu'on lui présente régulièrement à grand renfort médiatique comme étrangère sont des leurs. Si nous n'en parlons pas, vous jeunes, risquez de rester dans la même naïveté qui a permis aux autres pendant des siècles de spolier notre continent. Nous ne sommes pas ni plus mauvais, ni meilleurs que les autres. Nous n'avons cependant rien à leur envier. Une fois que l'on a pris conscience de la fourberie qui a caractérisé la relation entre le Nord et l'Afrique, on se rend compte à quel point il est urgent de penser à concevoir notre propre modèle, sans complexe. Nous voilà devant ce qui va constituer la grande bataille des modèles. Les bouleversements en cours exigent justement que l'on en prenne rapidement conscience. Vous, jeunes, produits de nombreux métissages culturels, avez le moyen de concevoir votre propre modèle. C'est à cela que nous vous invitons aujourd'hui. Au passage, c'est cela même l'objet de la conférence Mensa de Lomé, à laquelle nous vous invitons tous à venir travailler à concevoir le modèle qui va nous unir. Débarrassés des complexes, nous en avons les moyens. Et ce cadre de discussion ouvert, participatif, est le lieu où nous pourrons faire éclore notre modèle à nous, sur tous les plans, la culture, les sciences et la technologie, le sol et le sous-sol, l'économie, la gouvernance, l'éducation, les cultures et valeurs. Inscrivez-vous sur le site de Mensa à l'adresse qui s'affiche et rejoignez-nous à Lomé, au Togo, du 26 au 28 juin, afin qu'ensemble, nous élaborions le modèle qui doit nous unir. 140 ans après la conférence de Berlin qui nous a divisés, qui nous a balkanisés, qui nous a partagés comme un grand gâteau en notre absence. Vous y êtes conviés. Mais d'ici là, dans la prochaine chronique, je vous proposerai de découvrir, grâce aux révélations de plus en plus nombreuses, favorisées par le climat politique mondial, la palme de la corruption. Je ne parle pas de voleurs de poules que sont finalement nos dirigeants subsahariens. Je parle de gros parrains donneurs de leçons dont les noms ont été attrapés dans le pot de confiture. Une autre réalité qui tranche singulièrement avec le narratif en vigueur. Et les ONG dans tout ça, hein? Je vous invite à nous rejoindre. Je voudrais vous remercier pour votre fidélité à notre chaîne et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour rejoindre notre communauté. Vous êtes notre soutien et notre force. Et pour regarder tous nos contenus dans leur version non censurée, puisque YouTube et Facebook nous imposent parfois des restrictions, je vous invite à nous rejoindre sur nos plateformes Afromédia, notamment notre application Afromédia, où en plus d'avoir la version non édulcorée, non censurée de nos contenus, vous avez la possibilité de télécharger nos chroniques, nos reportages, nos documentaires que vous pouvez regarder même hors connexion, c'est-à-dire en campagne, au village, sur la route. Et surtout, restez vigilants, puisque malgré tout, des esprits retors continuent de multiplier de faux comptes Afromédia, certains s'en servant même pour monter de sinistres opérations d'escroquerie. Soyez donc vigilants. Je vous prie donc de scanner ce QR code qui s'affiche pour rejoindre notre univers Afromédia. Pensez à vous abonner pour être les premiers à recevoir nos contenus. Nous comptons bien sûr sur votre soutien et votre fidélité afin qu'Afromédia continue à travers ses contenus, ses reportages, ses chroniques, ses magazines, de porter et vulgariser le narratif africain sans complaisance, mais sans condescendance.